Bien, puisque le silence se fait. Et on se croirait presque dans une cour. La cour va rentrer. Oui. Mais ce n'est pas le cas, puisque aujourd'hui, vous avez face à vous deux historiens qui ne sont pas juges. Mais nous pourrons revenir bien sûr sur cette question. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cet entretien. Est-ce que vous pouvez mettre la montre entre les deux? Oui, comme ça. Merci. Pour cet entretien avec l'historien britannique Julian Jackson, que je remercie de s'être déplacé si près de Montoire, mais préférant au dernier moment de venir à Blois pour vous rencontrer. Et donc cette rencontre de cet après-midi est organisée en partenariat avec la revue L'Éléphant, revue de culture générale que je représente ici cet après-midi. Alors, quelques mots pour vous présenter. Julian Jackson, vous êtes un spécialiste de l'histoire de la France au XXe siècle. Vous enseignez, puisque vous êtes un jeune retraité maintenant de l'université Queen Mary de l'université de Londres. Donc vous êtes professeur d'histoire émérite dans cette université. Et vous avez depuis longtemps travaillé sur l'histoire de la France au XXe siècle, plutôt d'abord sur le Front populaire. Un livre qui d'ailleurs n'a pas été traduit, je crois, en français, mais en 1987, sur le Front populaire en France, 34-38, défendre la démocratie. Vous avez ensuite travaillé sur l'année 40, et on va revenir sur cette année importante. La chute de la France, l'invasion nazie de 1940, c'était en 2003, donc plus récemment. Et puis, un autre livre, celui-ci a été traduit en français chez Flammarion en 2004, c'est La France sous l'occupation 1940-1944. Et ça, c'était il y a quelques années, on va dire, en 2004. Et depuis, on a beaucoup entendu parler de vous pour une biographie de De Gaulle, qui a été publiée en 2019, il y a donc 5 ans. C'était déjà au Seuil. Et le livre s'intitulait De Gaulle, une certaine idée de la France, et c'était la traduction du livre en anglais que vous avez publié précédemment, déjà traduit par Marianne de Berru, qui a traduit ce livre aujourd'hui. Et cette biographie de De Gaulle avait reçu un prix prestigieux qui récompense ce qu'on appellerait la non-fiction, en tout cas les essais historiques, le Dove Cooper Prize. Après sa publication. Et puis donc vous venez de publier, alors il y a quelques mois déjà, mais c'était au début de cette année, donc aux éditions de Seuil, traduit, je l'ai dit, par Marianne de Berru, Le procès Pétain, Vichy face à ses juges. Et peut-être j'aimerais que vous commenciez par nous parler de ce titre, parce qu'il me semble que le titre en anglais est un petit peu différent. Alors, peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi ce changement, ou est-ce que finalement ça ne veut rien dire, ou est-ce que ça peut être intéressant pour nous, puisque si on traduit littéralement le titre en anglais, c'est La France en procès, ou le procès de la France, le cas du maréchal Pétain, et on retrouve pas vraiment cette idée ici. Donc, expliquez-nous pourquoi ces titres différents entre l'édition anglaise et l'édition française. Bon, déjà, merci pour l'invitation d'être ici. C'est très bien de voir énormément de jeunes ici. Quand j'étais assis devant la table à Seuil, il y a quelques minutes pour signer des livres, c'est toujours des gens assez âgés qui viennent. Et il y avait une vieille dame qui m'a dit, quand elle a vu ce livre, elle a dit « ça me rappelle des mauvais souvenirs ». Et c'est bien en fait qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu la période, pour laquelle c'est vraiment de l'histoire ancienne, qui sont ici, parce que la raison pour laquelle on écrit l'histoire, c'est d'intéresser les gens d'aujourd'hui à cette période très éloignée, mais également très, très proche aussi. Donc, pour répondre à la question, en fait, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, il n'y a rien de louche pour expliquer le changement de titre. C'est simplement que le titre anglais, j'avais ma première idée pour le titre du livre, c'était le procès du siècle. Et puis un ami en Angleterre m'a dit, mais il y a eu tellement de procès du siècle, il y a eu O.J. Simpson, etc. Et donc, ça ne va pas marcher. Donc, j'ai renoncé à cette idée. Et c'est lui qui m'avait donné La France en procès. Et je trouvais que c'était un très bon titre, parce que le livre voulait montrer que dans cette petite cour à Paris, pour 3 semaines de l'été 45, vraiment le destin de la France, on discutait le destin de la France. Et que c'était les Français, la différence entre ce procès et par exemple le procès de Nuremberg ou les procès de Tokyo, c'était que c'était les Français
qui jugeait un Français. Et pas n'importe quel Français. Parce qu'en Norvège également, il y avait un procès d'un collaborateur qui s'appelait Quisling, qui n'est pas très connu. Mais ça n'avait aucune importance, parce que Quisling ne représentait rien. Il était vraiment minable. Il était un peu fou, en fait. Mais donc, il ne représentait pas son pays. Tandis que Pétain était, pour les Français, en 1940, la France. Donc, quand les Français jugeaient Pétain, les Français jugeaient la France, et les Français jugeaient eux-mêmes dans un sens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le titre. Il faut dire que le changement de titre n'était pas... je pense maintenant, je regrette le changement de titre parce que je trouve que c'était un bon titre. Mais il n'y a pas une raison louche, par exemple. Je ne voulais pas la susceptibilité du public français, etc., en anglais, qui écrit un livre avec ce titre. C'était pas ça. Il n'y a pas de raison louche. C'était simplement le seuil voulait quelque chose de différent. Donc, malheureusement, je n'ai pas une bonne réponse à une bonne question. Et on est rassuré de voir que vous avez pleinement choisi ces deux titres et que, voilà, que personne ne vous a mis de bâton dans les roues. Mais au-delà de cette question du titre, justement, est-ce que la manière dont ce livre, puisqu'il est sorti en Angleterre déjà il y a plus longtemps et que vous avez déjà pu rencontrer voilà, des lecteurs ici en France. Est-ce que la réception justement du livre est différente ? En fait, en Angleterre, la réception du livre était très bonne, sauf pour une chose, en fait, très bonne, mais toujours les gens qui font des comptes rendus cherchent toujours quelque chose à dire. Il faut toujours trouver une critique, parce que sinon, ce n'est pas un vrai compte rendu. Et donc, les gens sont un peu acharnés sur la dernière phrase de mon livre en anglais. The Pétain case is closed. Le cas Pétain est clos, c'est terminé, le dossier, etc. Je ne sais pas exactement comment... mais et tout le monde, les gens ont dit, mais non, en fait, vous voyez la France, il y a toujours des idées d'extrême droite qui sont qui marchent très bien, etc. Donc, on trouvait que le titre était mauvais. Pas le titre, mais la dernière phrase. Donc, pour la version française, j'ai changé la dernière phrase parce que quand j'ai dit « le Pétain case, le cas Pétain est clos », je voulais dire quelque chose de très précis. Je voulais dire que, oui, les idées d'extrême droite, on pourrait inspirer, si vous voulez, par les mêmes idées qui avaient inspiré Vichy, sont très présentes en France aujourd'hui. Mais, pour faire marcher ces idées en France aujourd'hui, on ne se réfère pas à Pétain. Je prends l'exemple de Marine Le Pen, qui vient d'une famille qui était à 100% pétainiste. Le Front National, son père était vraiment... il en était fier. Mais Marine Le Pen a distancié le Front National, le Rassemblement National de Vichy, au contraire d'Éric Zemmour, qui a essayé de réhabiliter Pétain. Et ce que je voulais dire quand j'ai utilisé cette phrase, c'est que si on veut défendre ces idées, il ne faut pas les défendre avec Pétain avec l'exemple de Pétain, parce que le procès est clos. C'est ça que je voulais dire. Donc, le titre, la phrase, j'ai changé la dernière phrase. Qu'est-ce que j'ai dit ? Si le dossier Pétain est clos. Si le dossier Pétain est clos, le pétainisme n'est pas mort. Donc, ça, c'est la fin. Alors, quelle était la réception en France ? Il y avait une mauvaise... Et les auteurs sont toujours très susceptibles aux critiques. Il y avait une critique qui n'était pas très généreuse dans Le Monde. Et l'auteur semblait me reprocher d'être trop indulgent envers Pétain. Tandis que mon idée n'était pas d'être indulgent ou le contraire. Je voulais montrer... Je ne voulais pas juger moi-même, je voulais montrer comment Pétain était perçu à l'époque. Et donc, forcément, j'ai ressuscité les idées des défenseurs. Ce n'est pas que c'était mes idées, c'était mon propos. Et donc, ça m'avait un peu agacé. Et j'étais encore plus agacé par le titre qui était donné à ce compte-rendu, qui était « Les œillères de Jackson ». Et ce n'est pas très gentil. Donc ça, c'était Le Monde.
Dans le Figaro, on a beaucoup aimé le livre, sauf qu'on n'a pas aimé la dernière phrase en disant que j'étais trop gauchiste, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Et j'ai fait une émission, très bonne émission avec Alain Finkielkraut, que vous connaissez, Finkielkraut, réplique. Et il a beaucoup aimé le livre, mais il a dit « J'aime pas votre dernière phrase. Qu'est-ce que vous voulez dire que le pétainisme n'est pas mort ?» Et je dis ce que je veux dire, et je sais qu'on allait revenir à ce sujet, mais je pense que c'est approprié d'en parler maintenant. Je voulais dire ceci, que quand il y a des hommes politiques ou des femmes politiques, parce que je pensais à une femme aussi politique en France, qui disent, par exemple, qui fait une différence entre les Français de papier et les vrais Français, pour moi, ça s'enracine dans la même vision du monde que le pétainisme. Marc Bloch, que tout le monde connaît en fait, qui était un grand historien mort dans la résistance, juif, était pour Vichy un Français de papier. Et donc c'est ça que je voulais dire en disant que le pétainisme n'est pas... Je ne dis pas que la France est pétainiste, c'est absurde, mais que ses idées, et pas qu'en France, chez nous aussi. Et donc c'est ça que je voulais dire. Mais j'étais plutôt content que le Monde n'a pas aimé... n'a pas aimé le livre parce que c'était trop à droite, et le Figaro n'a pas aimé le livre parce que c'était trop à gauche. Et je me suis dit, bon, ça va, le livre n'est pas mauvais. Donc ça, c'était pour parler de la réception du livre. Alors, on comprend bien que ce livre ne parle pas que du passé, mais qu'il parle aussi d'aujourd'hui. Et votre livre est découpé en 3 parties. La première, où vous parlez, disons, de tout ce qui précède le procès, voilà, vous posez un peu le décor. Ensuite, on a le procès. Et puis la 3e partie, c'est l'après, et ce passé qui ne passe toujours pas. C'est ce que le titre de la 3e partie. Mais au-delà de ces questions peut-être politiques, ou peut-être à cause d'elles, pourquoi faire ce livre maintenant ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce livre maintenant ? Est-ce que c'est justement votre trajectoire intellectuelle, le fait que vous ayez travaillé sur les années 30, les années 40, et puis maintenant vous arrivez à 1945, ou est-ce que c'est autre chose ? En fait, c'était un petit... J'ai travaillé sur De Gaulle, et De Gaulle est incontournable quand on travaille sur l'histoire de la France. J'ai fait d'autres sujets comme le Front populaire. Mais Pétain, dans un sens, le début de l'idée de faire ce livre était de faire une espèce de livre sur un huis clos, sur les 3 semaines, un récit. Je voulais faire un récit qui serait lu comme un roman. Vous commencez, j'espère, en fait, je ne sais pas si j'ai réussi, mais mon idée était de montrer cette petite salle qui était la première chambre de la Cour d'appel de Paris, cette petite salle étouffante. On était 45, où tout le monde, on avait très très chaud, il y avait très peu de place, de montrer le procureur général Mornay, qui aboyait, qui était toujours en colère, qui éructait, de montrer les 2 défenseurs, un qui s'appelait Fernand Payan, qui était vieux, ennuyeux, on pouvait à peine entendre ce qu'il disait, qui parlait, tout le monde somnolait quand il parlait. Et son jeune rival, qui était l'autre défenseur de Pétain, le jeune et très charismatique, Jacques Izorni, et les 2 défenseurs qui se détestaient. Je voulais montrer une espèce de comédie humaine, de faire vraiment un récit dont on pourrait faire, je ne sais pas, un film ou une pièce de théâtre. Et j'avais la chance... Donc c'était un exercice de style presque. Mais j'avais la chance, par exemple, d'avoir beaucoup de témoins de ce procès, des grandes plumes du journalisme français, des noms comme Joseph Kessel ou Léon Werth ou Albert Camus ou François Mauriac. Et donc j'ai pu citer des témoins qui avaient une capacité de vraiment faire vivre et je vais juste donner, je vais pas vous ennuyer comme Mornay, pas Mornay, comme Payan, avec des longues citations, mais je vais juste donner un exemple de Joseph Kessel, juste pour montrer le côté dramatique de ce qui s'est passé. Donc, il est là, le premier jour, les gens arrivent. Le premier jour, les gens arrivent dans le cours. Il dit, on attend.
les journalistes bavardent, les photographes, les opérateurs de cinéma vérifient leurs appareils. Donc, il parle de placer côte à côte Albert Lebrun, qui fut le dernier président de la Troisième République, Paul Reynaud, son dernier président du Conseil. Soudain, le silence, par la petite porte, entre des gens tassés, les uns contre les autres, et que des gardes écartent, paraît le maréchal Pétain. Il est en uniforme. Pour toute décoration, la médaille militaire. Il se tient droit. Il ne regarde rien ni personne. Il va au vieux fauteuil, pose son képi sur la petite table, s'assied. Le silence dure. Un frémissement collectif le nourrit d'une puissance singulière. Pitié, indignation, sympathie, haine, je ne crois pas, mais une sorte de gêne, une douleur abstraite et qui ne s'adresse pas à celui qui vient de s'asseoir. Ces sentiments le dépassent. Ils touchent à la gloire, au destin, à la patrie, aux grands symboles, au mythe profond dont ce vieil homme, assis dans ce vieux fauteuil, porte le poids. Et je trouve que c'est saisissant comme description de tout ce que ce vieil homme représentait. Donc, la fascination de Pétain qui est là pendant 3 semaines, qui ne dit pas un seul mot, ou presque pas. Il lit un message au début et après il est silencieux, parce que ses avocats ont peur que s'il parle, il va gâcher les défenses. Donc il est là, seul, silencieux, et tout le monde demande, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il est sénile? Est-ce qu'il est sourd? Et là, donc, pour moi, le début de cette entreprise était une façon d'écrire une histoire vivante et passionnelle, si vous voulez, un récit. Mais après, je voulais montrer des choses. Mais pour moi, le départ était ça. Si, ça je pourrais continuer avec le côté passionnel, mais on n'a pas le temps. Mm-hmm. Alors, on reviendra sur certains des personnages que vous évoquez au travers de la plume de Kessel, et vous parlez du Pétain qui est assis là face à ses juges, qui n'entend pas bien, mais vous nous dites que bon, il entend ce qu'il veut. Il est toujours comme ça, comme si on ne sait pas est-ce qu'il entend ou pas. Oui. Voilà, quand ça l'arrange, on a un peu l'impression, en tout cas, à vous lire. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur justement le moment dans lequel se déroule ce procès, et vous parliez de Pétain et du mythe en quelque sorte. À quel moment de la sortie de guerre des Français se situe le procès? On est, vous l'avez dit, à l'été 45. Une grande partie du territoire a été libérée déjà depuis plus d'1 an ou depuis un an. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le timing de ce procès? Quel est l'état d'esprit des Français à ce moment-là vis-à-vis de cette période qui n'est pas tout à fait terminée? Je peux être très rapide. Le procès se déroule entre la fin de la guerre en Europe et la fin de la guerre en Asie. C'est-à-dire que le premier interrogatoire de Pétain, avant le procès, commence le 8 mai 45, c'est-à-dire le jour de la victoire. Et en fait, pendant que les juges d'instruction sont en train d'interroger Pétain, il y a les bruits à l'extérieur des foules en liesse. Donc ça, c'est le début. Et le dernier jour du procès, c'est juste après Hiroshima. Donc ça s'est intercalé entre ces 2 événements. C'est le 3e procès de la Haute Cour. La Haute Cour a été créée pour juger les dirigeants de Vichy. Il y a eu le problème, c'est que parmi les dirigeants de Vichy, la plupart étaient en exil. Parmi eux, Pétain. Pétain était à l'époque en Allemagne, à Sigmaringen, qui était la fin de Vichy. Et donc, les 2 premiers procès de la Haute Cour étaient des seconds couteaux, pas des grands chefs de Vichy, l'amiral Esteva et le général Dentz, pas des personnages très importants, mais c'est les personnages qu'on avait. Et le problème, c'est que la défense de Esteva et de Dentz, c'était on a obéi aux ordres. Donc il fallait à tout prix montrer que les ordres auxquels on a obéi étaient des ordres de trahison. Il fallait le prouver. Et donc, c'était nécessaire d'avoir un procès Pétain. De Gaulle voulait à tout prix que le procès Pétain
ait lieu sans Pétain, en contumace. Parce que De Gaulle savait très bien que Pétain gardait énormément, il avait été adoré. On ne peut pas imaginer à quel point Pétain était un dieu en 1940. Pétain est fascinant, on peut pas en parler, on n'est pas ici de parler de Pétain, mais il y a cette idée que Pétain n'était pas simplement, c'était le grand chef, le grand-père, le père des Français, le bouclier, énormément de choses. Et De Gaulle le savait très bien. De Gaulle avait très bien connu Pétain. Donc il savait que De Gaulle, qui voulait, dans un sens, poncer les plaies à la libération, que le risque d'avoir un procès avec Pétain risquait justement de faire le contraire. Mais malheureusement pour De Gaulle, Pétain se présente à la frontière suisse le 22 avril 1945. Donc De Gaulle qui dit qu'est-ce qu'il est venu faire, nous emmerder. C'est ses propres mots en fait. Il a même dit à quelqu'un, mais c'était une plaisanterie, je dois dire, si on pourrait peut-être mettre un peu de poison dans son café. Ce n'était pas son intention, mais il voulait dire, si on pourrait se débarrasser de Pétain, parce que je sais à quel point il y a énormément de Français qui croient toujours en Pétain, mais ils ne pouvaient pas l'éviter. Et donc, ce procès, Pétain se présente fin avril, il y a les interrogatoires pendant le mois de mai, et puis le procès commence au mois de juillet. Et une autre chose, pour parler du contexte, le contexte du procès coïncide avec le retour des déportés des camps. Parce que les camps de Buchenwald, Ravensbrück, etc., Auschwitz, sont libérés fin avril, début mai. Et donc, pendant la préparation du procès, il y a ces scènes atroces de gens qui rentrent déportation, qui sont quelquefois à peine vivants. Et donc, ça a donné un côté émotionnel pendant la période des préparatifs du procès. Donc je pense que ça, c'est le contexte. Et pendant ces mois, entre mai et août, pendant les journaux, et les papiers étaient... c'était très difficile pour les journaux d'avoir du papier. Donc il n'y avait que 4 pages de papier pour chaque journal. Et il n'y avait rien que le procès Pétain pendant 3 semaines. Mais ça, c'est le contexte chronologique, si vous voulez, du procès. Et en même temps, ce timing et ce contexte, il est important, puisque vous nous expliquez aussi dans ce livre que il y a des sondages qui sont faits à partir de 1944 jusqu'en 1945, et on voit que l'image de Pétain, peut-être aussi en raison de la manière dont se termine la guerre, se dégrade petit à petit. Donc ce mythe du sauveur, qui permet de comprendre pourquoi les Français ont cru que Pétain allait les sauver en 1940, il est déjà peut-être plus tout à fait d'actualité à l'été 1945. Oui, tout à fait. Donc, le retour des déportés a vraiment affecté l'opinion publique. Le Parti communiste, qui était le plus acharné contre Pétain, qui appelait Pétain Bazaine, avec référence au maréchal Bazaine, qui a trahi la France au moment de la guerre franco-prusse, etc. Et là, pour le Parti communiste, qui était très important, il fallait le fusiller, il fallait le pendre, etc. Et c'est vrai mais quand même, il y avait un socle très important de personnes qui n'osaient pas s'exprimer dans les familles, qui croyaient toujours en Pétain. Et je pense que ça continuait jusqu'aux années 90, on pourrait en parler plus tard. Donc oui, le retour des déportés est important, mais j'insiste sur... Je prends un exemple. Quelqu'un qui a témoigné au procès, c'est un député conservateur qui s'appelait Louis Marin, qui est plus très connu. Et Marin, qui était furieux contre Pétain, mais c'était un vieux conservateur qui a témoigné au procès. Et moi, j'ai regardé dans les dossiers des archives nationales, il a reçu des centaines et des centaines de lettres d'insultes. Vous devrez crever, on aimerait vous fusiller, comment est-ce que vous pouvez parler comme ça Donc il y avait vraiment la France était déchirée. Pensez à l'occupation comme une guerre civile larvée. Et cette guerre civile ne se termine pas avec la libération. Et donc le côté passionnel est très important.
Et on a parlé de De Gaulle tout à l'heure, vous avez parlé de De Gaulle. Il y en a un qui ne croit plus à Pétain depuis longtemps, qui dit même Pétain est mort, je ne sais plus en quelle année, mais en 1935. Enfin, il dit cette phrase-là terrible que Pétain est déjà mort. Donc, parlez-nous un peu justement de la relation que ces deux personnages ont eue et comment elle peut avoir un impact sur ce qui se passe en 1945. De Gaulle et Pétain, c'est une histoire tout à fait fascinante parce que De Gaulle a commencé sa carrière, son premier chef, quand il était très jeune, en 14, était Pétain, qui n'était pas encore le maréchal Pétain. Et De Gaulle avait un grand respect pour Pétain comme chef militaire. Après-guerre, De Gaulle commence à travailler dans le cabinet de Pétain. Pétain est maintenant un dieu. Et De Gaulle travaille dans le cabinet de Pétain parce que De Gaulle s'est déjà fait une réputation d'un jeune intellectuel, un bon écrivain. Et Pétain n'était pas vraiment un écrivain. Il voulait une plume, quelqu'un pour l'aider à écrire un livre qu'il était en train de rédiger sur l'histoire de l'armée française. Et donc De Gaulle travaille pour Pétain comme ça. Donc De Gaulle, c'est fascinant. De Gaulle commence à travailler pour Pétain en 1925, dans le cabinet. Et souvent après, il a dit « Le maréchal Pétain est mort en 1925 ». C'est étonnant, il est mort, c'est-à-dire l'année où De Gaulle a commencé à travailler pour lui. Qu'est-ce que De Gaulle voulait dire par ça? Il voulait dire que, voyant Pétain de près, je voyais qu'il était intellectuellement, il était figé, il n'avait plus d'idées. Il avait été un grand homme, mais il ne l'était plus. Et donc De Gaulle connaissait Pétain de très près. Et je pense que ça, c'est très important, parce qu'en 1940, la plupart de la classe politique de la Troisième République pensait toujours que, même Léon Blum pensait que Pétain était un grand homme, etc. Quand Pétain est nommé ambassadeur à Madrid en 1938-1939, Blum a écrit un article « On ne devrait pas faire l'honneur à Franco d'envoyer notre grand héros en Espagne ». Mais De Gaulle n'avait pas d'illusion sur Pétain, il était presque unique. Mais c'est compliqué, parce que De Gaulle avait aussi une espèce de respect pour Pétain. Et c'est très fascinant que quand Pétain est mort en 1951, De Gaulle était à côté de son collaborateur Georges Pompidou, qui est devenu plus tard Premier ministre. À l'époque, il n'était pas. Et Pompidou dit à De Gaulle, Pétain est mort, 1951. Pétain est mort. Et De Gaulle le corrige. Le maréchal est mort. Parce qu'il ne voulait pas qu'un Pompidou parle sans respect de Pétain. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, les relations entre Pétain et De Gaulle. Et la dernière chose à ce sujet, et là, je pense qu'on peut dire que toute l'histoire de la France est résumée dans cette citation. Et comme ça, c'est un exemple de ce livre que De Gaulle rédigeait pour Pétain. Donc c'était une histoire de l'armée française. Et De Gaulle avait rédigé une phrase que Pétain n'aimait pas. Donc c'est en 28, 29, je ne sais pas quand. De Gaulle avait écrit quelque chose sur les généraux français pendant la Révolution française. Et De Gaulle disait que c'était une période très difficile pour les généraux de l'Ancien Régime. Il a dit qu'ils avaient souvent été victimes de bouleversements politiques qui leur avaient fait perdre, et maintenant la citation, ils ont perdu le prestige, souvent la vie, parfois l'honneur. Prestige, vie, honneur. Pétain corrige la phrase pour mettre prestige, honneur, vie. Donc De Gaulle, c'est prestige, vie, honneur. Pétain, c'est prestige, honneur, vie. Et De Gaulle s'est dit, non, 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 pour moi, c'est une gradation. Prestige, vie, honneur. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que je veux dire. Ce que ça veut dire, c'est que pour De Gaulle, le plus important n'était pas la vie, c'était l'honneur. Pour Pétain, en 1940, il ne pensait pas d'être déshonorable, mais pour lui, le plus important, c'était de protéger. En fait, je ne pense pas qu'il a réussi, mais il s'est revendiqué comme protecteur des Français. Et je ne peux pas dire que De Gaulle s'en foutait des Français, ça c'est trop dur, mais pour De Gaulle, ce qui comptait plus que les Français, c'était une certaine idée de la France, de l'honneur. Et je pense que tout est écrit
honneur ou vie ou honneur. Et honneur, ce n'est pas un mot qu'on utilise maintenant souvent, mais pour De Gaulle, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire une certaine idée de la France. Et je pense que vraiment, on voit résumer dans ce petit dialogue vraiment la différence 10 ans après de ce qui va être le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette idée de l'honneur, ou ce terme honneur, il va revenir assez souvent pendant ce procès. Peut-être on peut en dire un peu plus justement sur quel sujet, sur quel moment est centré ce procès. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on reproche à Pétain concrètement? Pourquoi est-il poursuivi? Quels sont les faits qu'on va lui reprocher au cours du procès? Bon, ça c'est maintenant, on est au cœur du sujet, parce que j'ai dit que je voulais faire un récit. Mais mon deuxième but était de faire une réflexion sur ces questions d'honneur, vie, trahison, etc., qui étaient discutées dans cette petite salle pendant les 3 semaines. Et la grande question de départ, pour moi, de quoi Pétain était coupable de quoi? Quel était le crime de Pétain? Et la réponse n'est pas facile. Je prends 2 exemples. Pour De Gaulle, c'est très simple. Le crime de Pétain, c'était d'avoir signé l'armistice avec l'Allemagne. Pour De Gaulle, tout découlait de l'armistice. Le reste ne comptait pas. C'est-à-dire, le reste découlait de l'armistice. Toutes les autres choses venaient de l'armistice. Mais, je prends un autre exemple. Un grand intellectuel français, juif, avec De Gaulle, pas gaulliste, mais avec De Gaulle à Londres, qui a détesté Vichy autant que De Gaulle, qui a écrit énormément d'articles contre Vichy, et ça c'est Raymond Aron. Et Aron, après la libération, a dit, pour moi, l'armistice pourrait être défendu. L'armistice était compréhensible. Il fallait signer un armistice pour mettre fin au combat. Pour moi, pour Aron, le crime de Pétain, c'est novembre 1942. Et qu'est-ce qui s'est passé en novembre 1942? C'est quand les Américains ont débarqué en Afrique du Nord. Et à partir de ce moment, Vichy n'avait plus d'empire, plus de flotte, plus de zone libre. Et pour Aron, après novembre 1942, Pétain devient traître parce qu'il ne prend pas la décision de quitter la France et d'aller en Afrique du Nord. Donc c'est une grande différence. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. C'est-à-dire, ce n'est pas clair de quoi Pétain est coupable. Est-ce qu'il est coupable d'avoir abattu la République en juillet 1940, les pleins pouvoirs qui en faisaient une espèce de dictateur? Mais en fait, on peut dire que le vote de plein pouvoir était plus ou moins légal, plus ou moins. Aussi légal que le vote des pleins pouvoirs à De Gaulle en 1958, on peut dire. Donc, et le régime de Vichy, le gouvernement de Pétain, était reconnu par presque tous les gouvernements mondiaux, inclus les États-Unis. Donc, est-ce qu'il était illégitime? Ou est-ce que le crime de Pétain est d'avoir serré la main d'Hitler, pas très loin d'ici, comme on a dit tout à l'heure, à Montoire, c'est-à-dire la politique de collaboration? Est-ce que le crime de Pétain, tout autre chose, est ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre, dont on parlait, je pense qu'on va y revenir. Donc il y a beaucoup de possibilités. Ce qui m'intéressait dans le procès, de voir tous ces sujets discutés. Et ce qui est fascinant également, c'est que Mornay, c'est le procureur général, qui a été choisi comme procureur général parce que, heureusement, il n'avait pas fait le serment à Pétain. Mais la seule raison pour laquelle il n'a pas fait le serment à Pétain, c'est qu'il avait pris sa retraite juste avant. Donc il était indemne, dans un sens. Donc Mornay essaye, pendant la première semaine du procès, de prouver que Pétain avait mené une conspiration dans les années 30 contre la République, etc., qui était presque impossible à prouver et qui était faux, en fait. Et après une semaine, Mornay lui-même a avoué, en fait, je n'ai pas vraiment les preuves, donc je vais abandonner cette idée. Et donc une semaine est perdue. Alors, je raconte tout ça en détail. On pourrait en parler longuement et je ne vais pas en parler longuement.
Mais je vais simplement dire que la question de la culpabilité de Pétain, de quoi était coupable, est au cœur de notre sujet. Et il n'y a pas de simple réponse. Et maintenant, si on avait un procès Pétain ici, dans cette salle, demain, si Pétain pourrait être ressuscité, il n'y a aucun doute que le crime de Pétain serait la déportation des Juifs, c'est sûr. Et donc, notre vision a changé. Donc, ce qui me fascine dans le procès Pétain, c'est de voir à quel point on tournait autour de cette grande question. De quoi est-il coupable? On sait qu'il est coupable de quelque chose, mais on ne peut pas décider. Et ça, c'est la fascination du procès. Et les protagonistes eux-mêmes ont fait partie de cette histoire. Mornay a fait partie des commissions de dénaturalisation, par exemple. Et le juge lui-même, les témoins ont tous quelque chose à défendre, finalement. Oui, tout le monde est complice. Il y a un moment, peut-être, sur lequel on peut revenir, parce qu'une des stratégies de la défense, et vous parliez des divisions de la défense, et de Izorni qui crève l'écran, en quelque sorte, une des stratégies de la défense, c'est finalement de faire porter le chapeau à Laval. C'est pratique, il n'est pas là. Mais pendant ce procès, Laval rentre en France et donc on fait venir Laval au procès. En quoi ça change finalement le déroulé tel que vous l'avez décrit de ce procès? Qu'est-ce que change le témoignage de Laval? Oui, encore un coup de théâtre dans ce procès. Parce que pendant la première semaine, c'était très facile pour tout le monde de dire, pour les défenseurs de Pétain, de dire toujours c'était de faire porter le chapeau à Laval. Et donc, une question d'Izorni à chaque témoin, c'était de poser la question, oui, ne pensez-vous pas que Pétain était vieux, etc. Il n'avait pas beaucoup d'expérience politique. Et le mauvais génie, le mot était souvent utilisé, le mauvais génie de Pétain, c'est Pierre Laval. C'était très commode, parce que Laval était en Espagne. On pensait qu'il s'est réfugié en Espagne, et on pensait on n'avait aucune idée qu'il serait là. Mais il est extradé, en fait, par les ordres. En fait, c'est compliqué, mais il débarque en France au début de la deuxième semaine. Et soudain, le mauvais génie qui porte le chapeau est là. Et ça, c'est un moment, c'est le seul jour où Albert Camus, qui écrivait beaucoup d'articles, mais qui n'assiste pas au procès parce qu'il est en train de faire répéter une de ses pièces. Mais ce jour-là, il paraît au procès parce que c'est l'arrivée de Laval, le monstre, est un grand événement. Et en fait, il y a une espèce de choc quand Laval arrive parce qu'il avait maigri, il avait perdu beaucoup de son assurance, etc. Mais une fois arrivé, il a beaucoup d'éloquence, Laval. Et il est là pour montrer que tout ce que Pétain a fait, tout ce que j'ai fait avec l'accord de Pétain. Donc on pose la question, est-ce que Pétain était... qui a pris la décision d'aller à Montoire? Et Laval dit, c'était une décision entre nous. Le maréchal Pétain était tout à fait d'accord, etc. Et donc, ça crève une grande partie de l'argumentation de la défense. Donc, l'arrivée de Laval... Laval lui-même prépare aussi son procès, c'est-à-dire que c'est aussi pour lui un tour de chauffe en vue de son procès qui va venir. Et Laval, c'est pathétique, le retour de Laval. Parce que Laval, c'est quelqu'un qui connaissait tout le monde politique de la Troisième République, qui connaissait tous les journalistes de la Troisième République. Et puis il voit sur les bancs ces journalistes juste à côté, parce qu'il faut penser que cette salle est très petite. Donc il voit ces personnes qu'il connaissait d'avant. Et donc pendant un moment de repos, il va voir Madeleine Jacob, qui est une grande journaliste de gauche, proche du Parti communiste. Il dit, vous travaillez pour quel journal maintenant? Elle dit, je travaille pour Libération. Il dit, je connais pas. Parce qu'en fait, tout a changé. Il y a tous ces nouveaux titres, etc. Et soudain, Laval, qui était à l'aise dans le monde politique, se trouve dans un nouveau monde, de nouveaux titres, de nouveaux slogans, etc. Mais donc, il essaie de se réhabiliter, justement de préparer son propre procès. Et on a presque l'impression qu'après ces 2 jours dans la cour, Laval regrette
que c'est terminé. Et il dit, mais si vous avez besoin encore de moi, rappelez-moi, parce que pour une fois encore, il est la vedette. Donc il y a un côté pathétique et fascinant dans cette apparition de Laval. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il y a beaucoup de temps qui est passé sur la discussion des journées de juillet 40, avant ça de l'armistice, sur des télégrammes dont on ne sait pas trop bien s'ils ont vraiment existé, etc. Et vous dites aussi que paradoxalement, mais on le comprend par le contexte, les voix des victimes ordinaires de l'occupation n'ont guère été entendues, et en particulier celles des victimes de la déportation. Et vous avez consacré un chapitre qui s'intitule aux Juifs. Vous dites les Juifs grands absents. Comment expliquer qu'à ce moment-là, ça soit pas un sujet. Il n'y a pas véritablement de place pour ce sujet-là dans ce procès. C'est énorme, cette question, cette absence. Et c'est très compliqué à expliquer, mais je vais essayer en 2 ou 3 petites indications. D'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'a pas fait une vraie distinction entre les déportés. Tous les déportés étaient des déportés résistants et des déportés juifs, les seuls juifs, les peu de juifs qui pouvaient revenir, etc., étaient mis dans le même sac. On ne voyait pas la spécificité de l'Holocauste à l'époque. C'est la même chose à Nuremberg. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça va vous paraître peut-être étonnant, mais il y avait vraiment une vague d'antisémitisme à Paris, à la Libération. Et ça va sembler très aberrant. Pourquoi ? Parce que des Juifs qui revenaient des camps, les peu qui revenaient, voulaient reprendre leurs appartements qui avaient été repris par des Français. Des Français qui disaient avoir agi en patriotes pour empêcher ces appartements de tomber aux mains des Allemands. Et donc les associations de nouveaux propriétaires avaient manifesté contre ces Juifs avares qui voulaient reprendre leurs appartements. Donc il y avait vraiment... et donc ça, pour le CRIF, vous avez entendu parler du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, qui était formé à cette époque, ne voulait pas témoigner parce que le CRIF était un peu nerveux par cette ambiance. Donc la question juive n'était pas centrale. Et je vais vous montrer 2 exemples. Une autre chose à dire aussi, c'est qu'on ne connaissait pas les détails. On pensait que les Allemands étaient responsables. On ne connaissait pas tout ce qu'on sait maintenant par les travaux de Klarsfeld, exactement ce qui s'est passé. Mais 2 choses qui vont vous montrer. Première chose, il y a cette scène remarquable dans le procès où le Izorné appelle comme témoin pour la défense un fonctionnaire qui s'appelait Roussel, il n'est pas un personnage très important, un conseiller d'État, qui avait été le président de la commission de dénaturalisation des Juifs, qui a été inventée par Vichy, pas que des Juifs, mais des étrangers, en juillet 40. Et donc on a dans la cour ce vieux monsieur qui est là pour témoigner. Pourquoi appeler ce monsieur pour défendre Pétain? Et son argument, c'est que sans nous, les Allemands auraient agi d'une façon plus féroce. Donc on a essayé de dénaturaliser avec une certaine humanité. Mais pourquoi est-ce que Izorné a appelé Roussel? Parce que Mornay savait que Roussel, oui, le président de la commission de dénaturalisation, avait travaillé avec le procureur général Mornay dans le même. Donc c'était pour gêner Mornay. Donc vous voyez à quel point il y avait des non-dits autour de la question juive. Et même des journalistes juifs, personne n'a posé la question. Oui, les déportations, peut-être c'est les Allemands. OK, peut-être c'est les Allemands. Mais c'est Vichy quand même qui avait dénaturalisé des Juifs, qui avait obligé des Juifs professeurs de ne plus enseigner, des Juifs cinéastes de ne plus, etc. Mais personne n'en parlait, parce que beaucoup de gens trouvaient, oui, en fait, il y avait un peu trop de profs juifs, etc. Donc la question était très compliquée. Et, dernière anecdote, parmi les 24 jurés, il y avait un vieux parlementaire de la Troisième République,
il était le plus âgé des 20. Je n'ai pas eu le temps de parler des jurés, qui est tout à fait fascinant. Il s'appelait Georges Alfanderi Lévy. Il avait 82 ans. Et pendant les délibérations des jurés, à la fin du procès, il a dit à ses confrères, « En tant qu'Alsacien, je voterai la mort, parce que Pétain n'a rien fait pour défendre l'annexion d'Alsace par les Allemands. Mais en tant que Juif, je ne pourrais pas voter la mort parce que je pense qu'il a fait de son mieux de protéger les Juifs. » Donc vous voyez comment c'était vécu, c'était vu à l'époque. Maintenant, on sait tout ce que Vichy a fait pour aider la déportation des Juifs. Mais là, je pense qu'on vraiment manquait la documentation. Donc la question juive ressurgit pendant les années 60, après le procès Eichmann. Mais, dernier exemple, Madeleine Jacob, dont je viens de parler, cette grande journaliste de gauche, juive, bien entendu, elle était juive, vous voyez pas le nom. Elle est allée comme reporter au procès Eichmann à Tel Aviv en 61. Elle n'a pas aimé le procès Eichmann parce qu'elle a dit que le procès Eichmann le problème, c'est qu'on avait parlé de la particularité de la souffrance juive. Mais elle a dit, il n'y a pas de... Les Juifs étaient parmi tous les victimes du nazisme. Et la vraie question, c'est le fascisme. Donc vous voyez que la spécificité du sort des Juifs est quelque chose qui ressurgit comme question fin des années 60. Et ça, c'est devenu depuis la question lancinante du régime de Vichy. Mais à l'époque, c'était vraiment à peine effleuré. Alors, nous n'avons fait qu'esquisser tout ce que vous développez dans cette troisième partie et cette mémoire, la portée du procès. Mais je voudrais qu'on puisse donner la parole à la salle maintenant pour des questions sur les aspects sur lesquels vous souhaitez revenir et interroger Julian Jackson. Donc, on vous invite à lever la main et on va faire passer le micro. Donc, madame ici et ensuite monsieur à droite. Alors, c'est une question assez rapide. Vu qu'on ne sait pas, pendant tout le procès, on se questionne sur que lui reproche-t-on, sur quel chef d'accusation a-t-il été arrêté et il est jugé selon la loi de l'État français, donc l'État de Vichy, ou sur quelle loi est-il jugé, en fait? Sur quel droit? Quels sont les chefs d'accusation? Oui, non, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, je ne l'ai pas mentionné. Il y avait deux chefs d'accusation, si vous voulez. C'était l'article. Donc, on a utilisé le code pénal qui existe, parce que le nouveau gouvernement de Gaulle voulait éviter les lois rétroactives qui avaient existé à Vichy. Et donc, il y avait deux articles du code pénal. C'était l'article 75, qui était intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire c'était la collaboration. Et le deuxième article, c'était 83, donc 75, intelligence avec l'ennemi, 83, attentat à la République. Donc les deux, donc il y avait la collaboration et l'antirépublicanisme. Donc ça, c'était, je pense que c'est une réponse à la question, mais c'est une bonne question. Et c'était compliqué à prouver, en fait, mais ça, c'était les chefs d'accusation. Et je vous remercie de poser la question, parce que tout à l'heure, Julian Jackson n'a pas répondu à ma question. À quelle question? Non, je disais juste pour plaisanter que oui. je vous remercie de poser la question. C'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas pu développer je peux ça. répondre à votre question, oui. Alors, monsieur, au troisième rang. Oui, moi, je voulais savoir quelles étaient les motivations de Pétain pour rentrer. On sait qu'il pouvait très bien rester en Suisse. Personne, d'ailleurs, le général de Gaulle préférait qu'il reste en Suisse. Donc, pourquoi il est rentré ? Là aussi, c'est une très bonne question pour laquelle moi, pour la première question, j'avais une réponse facile. Pour cette question, on peut spéculer. Et je pense en fait que la raison, c'est que Pétain, pendant toute la période de Vichy, a vécu dans une espèce de bulle de propagande et d'adulation. Donc, il faisait ses tournées provinciales, tout le monde l'applaudissait, etc. Donc, je pense qu'il croyait à
qu'il était toujours adoré par les Français. Vous connaissez presque tout le monde ici, parce que c'est tellement connu, si vous connaissez un peu cette histoire. Sa visite très connue à Paris, en avril 1944, quand il est allé... donc, la seule visite qu'il a rendue à Paris, dans une zone occupée pendant toute l'occupation, et il y a pas des foules, pas autant que de personnes. On a dit après, oh oui, les millions de personnes qui applaudissent De Gaulle en août étaient là pour applaudir Pétain. Et c'est pas autant. Mais quand même, il avait l'impression, je pense, qu'il pensait qu'il restait adulé par les Français. Et je pense que le moment de vérité, c'est que donc il arrive à la frontière. Quand il est dans la Suisse, les militaires le traitent avec beaucoup de respect. Il arrive en France et tout de suite, la garde républicaine qui est là refuse de saluer. Et Koenig, le général Koenig, qui est envoyé par De Gaulle pour accueillir Pétain, essaye de serrer la main et Koenig refuse de serrer la main de Pétain. Et je pense qu'il y a eu soudain, Pétain a compris quelque chose a changé. Et puis, le train qui commence à l'amener à Paris, ça s'arrête à Pontarlier. Et à Pontarlier, il y a une petite manifestation contre Pétain, organisée par le Parti communiste. On jette des pierres, on crie « Pétain à mort, l'assassin », etc. Et la maréchale dit à Pétain « Mais est-ce qu'on va nous assassiner ?» Et je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, il était un peu comme Louis XVI au retour de Varennes. Je pense qu'il a dû se dire « Est-ce que c'était un bon choix ?» Mais c'était trop tard. Mais c'est la seule réponse que je peux donner parce que la question est bonne et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Mais je pense qu'il pensait que qu'il avait encore un soutien important dans la France. Et il y a toute cette question aussi qu'on évoquait tout à l'heure de l'honneur. De l'honneur, oui. Il rentre pour défendre son honneur, mais il non, parle non, pas. c'est une bonne... oui, non, j'aurais dû dire ça aussi. Je pense qu'il ne pensait pas qu'il était un traître. Vraiment, je ne pensais pas qu'il pensait qu'il était traître. Est-ce qu'il est traître, en fait? Ça, c'est la grande question. Mais il ne pensait pas. Je pense qu'il pensait qu'il avait agi avec une conception de l'honneur. Et donc, oui, je pense qu'il voulait défendre son honneur. Je pense qu'il y a une madame... Oui, madame au fond, là-bas. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci. Moi, j'avais une question sur le lieu de détention pendant le procès, parce qu'il est long quand même, le procès. Où est-ce qu'il est détenu? Est-ce qu'on sait comment il est traité? Non, c'est bonne... Et après, où est-ce qu'il est en prison? Oui. Et je parle, en fait, ces questions, ces petites questions comme ça me fascinent, en fait. Ces questions précises et concrètes. Il faut acheter le livre pour... Non, c'est pas que je vais pas répondre à la question. Non, je veux dire que le livre est plein de petits détails concrets qui m'intéressent. Et donc, la réponse à votre question, c'est que pendant la période de la préparation du procès, il est interné au fort de Montrouge, à Montrouge, sud de Paris. Le Parti communiste est furieux. Il y a des articles qui disent « Ah, mais il ne mérite pas d'être dans la palace Montrouge, comme s'il était dans le Ritz ou quelque chose comme ça. » Mais il faut dire que c'était pas le grand luxe. Il avait une petite cellule avec sa femme, etc. Pendant le procès, on l'avait amené de Montrouge à Paris et on avait aménagé 2 pièces juste à côté de la cour d'appel, qui servait avant comme bureau pour les huissiers, etc. Et donc, il était à 2 pas, avec sa femme, qui n'assistait pas au procès, de la cour d'appel. Donc, ça, c'est la réponse. Il y avait 2 petits lits, il y avait une infirmière, il y avait un médecin, etc. Et après le procès... Bien entendu, on n'avait pas parlé du verdict, mais il est condamné à mort, mais De Gaulle a pas gracié, mais il a commué je pense que très peu de gens, sauf le Parti communiste, voulaient que Pétain soit exécuté, en fait.
parce que c'était un vieillard qui avait un grand passé, etc. Donc, il est envoyé d'abord à une forteresse aux Pyrénées, où il est mis dans la même cellule où lui-même avait mis Georges Mondel, qui avait été assassiné par la milice de Vichy, et après il est transféré à l'Île-Dieu, dans une forteresse où il meurt en 1951. Et en fait, juste pour parler de l'Île-Dieu, j'ai terminé mon livre à l'Île-Dieu parce que je voulais être sur les lieux. Et pendant les années 70 et 70, l'Île-Dieu, la tombe de Pétain à Île-Dieu était vraiment un lieu de pèlerinage pour l'extrême droite. Il y avait quelquefois des milliers, 2 ou 3 000 personnes, qui est beaucoup, parce je ne sais pas si vous connaissez l'Île-Dieu, mais à l'époque, c'était vraiment très difficile d'y accéder. Maintenant, c'est plus facile. Et ça, c'est une raison pour laquelle il est envoyé là-bas. Moi, je voulais voir en 2021, quand j'ai terminé mon livre, si il y avait toujours un culte de Pétain à l'Île-Dieu. Donc, j'ai passé toute une semaine à rôder dans le cimetière. Et c'était un peu... je pense que les gens se demandaient ce que je faisais là. Et j'ai beaucoup de choses à dire. J'en parle, mais par exemple, je suis tombé sur un vieux monsieur qui était là, qui a mis un gerbe, un monsieur de 80 ans, et j'ai parlé avec sa femme et j'ai dit, j'ai posé quelques questions, pourquoi vous êtes là. Sa femme a dit, qui êtes-vous? J'ai dit, historien, je travaille sur De Gaulle. J'ai travaillé sur De Gaulle. Elle a dit, ah oui, l'ennemi. Et je dis, oui. Et j'ai dit, mais pourquoi vous dites l'ennemi? Il a dit, il a mis mon mari en prison pour 4 ans. Et après, j'ai regardé qui était son mari, et son mari était le dernier survivant de l'attentat contre De Gaulle en 62, l'attentat de Petit Clamart. Donc, je pense qu'on peut comprendre la réaction de Gaulle. Mais cette année, je viens de rencontrer, il y a quelques jours, une productrice de France 2 qui va faire une émission sur Pétain. Elle m'a invité de parler. Elle m'a dit qu'elle aussi, cette année, est allée à l'Île-Dieu, justement pour voir ce qui se passait. Et donc, il y avait un peu la même chose, pas de même. L'association de la défense, ADMP, l'association pour la défense du maréchal Pétain, la mémoire du maréchal Pétain, est toujours là. Quand j'étais là, il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui ont fait un petit discours, etc. Cette année, il y avait encore, apparemment, je n'étais pas là, une vingtaine de personnes, dont le fils de Hubert Massol. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hubert Massol était parmi le commando qui avait volé le cercueil de Pétain en 1973. Et ils ont mis dans une petite camionnette blanche et ils sont allés à Paris avec... L'idée était d'utiliser le corps de Pétain comme moyen de marchander avec le gouvernement parce qu'ils voulaient que Pétain soit transféré à Verdun. Mais, donc, le fils de Massol était un des fondateurs, je pense, du Front National, etc. Le fils de Massol, apparemment, a fait un petit discours cette année. Elle m'a dit qu'il a terminé son discours en disant « On peut dire que Julian Jackson a raison. Le pétainisme n'est pas mort. » Et je trouvais ça très drôle, parce que ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelle consécration. Alors, on va prendre une dernière question, monsieur, ici. Quand vous parlez de Gaulle ou de Pétain avec vos confrères historiens français, est-ce que vous ressentez de la passion ou des partis pris, comme là, l'exemple que vous venez de raconter? Et autrement dit, est-ce que le fait que vous ne soyez pas français vous permet plus de recul que les historiens français par rapport à ces personnages-là? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il est difficile de se voir, si vous voulez. Quelqu'un a dit, je vais donner une conférence à Vichy la semaine prochaine, et la personne qui va m'interroger, c'est pas une conférence, c'est un débat, une discussion comme ça, il a dit, j'ai beaucoup aimé votre livre sur De Gaulle, j'ai aimé la distance ironique. Et personnellement, je ne vois pas de distance ironique. J'ai
énormément d'admiration pour De Gaulle. Mais cette personne a vu une distance ironique que je n'avais pas ressentie. Il n'était pas critique, il a dit ça lui a plu. Non, je trouve que la réaction je trouve que les historiens français sont très généreux envers des étrangers qui travaillent sur cette histoire. Mais ce qui est toujours fascinant, c'est quand je suis au salon de livre, je ne parle pas des historiens, mais le public. Et très souvent, je vois pour montrer à quel point ça reste un sujet vivant, des gens commencent à fêter mes livres et disent « Ah, De Gaulle, oui, De Gaulle ». Et racontent des histoires, quelquefois, parce qu'ils étaient des admirateurs, mais une personne au salon de livre de Nîmes m'a dit « Je ne pourrais pas acheter un livre sur ce personnage ». Et c'est quand même saisissant, parce qu'il venait d'extrême droite. Et il y en a très peu maintenant, mais ça existe. Donc c'est ça qui me fascine toujours avec ces... Mais pour les historiens, je trouve que les historiens sont très accueillants, et s'il y a une distance ironique, je suis la personne qui ne le voit pas. On vous remercie, Julian Jackson, pour cette intervention.